Plutôt que de parler de restauration classique, on va voir sur une œuvre qui relève du domaine vraiment de l'art contemporain et non plus de collection d'objets de série ou d'objets selon l'histoire sociale. Comment sur une œuvre a priori qui relève vraiment du domaine de la création contemporaine, la décision peut être prise en fonction d'une dégradation sur ici un objet en acétate de cellulose, d'opérer plutôt un remplacement ou en l'occurrence une substitution. Alors, pour petit rappel effectivement sur les constats sur la situation des plastiques dans les collections, qui là encore est un enseignement de pop art. Alors ce sont des chiffres à prendre avec beaucoup de ménagement, puisque là l'échantillon analysé, porté sur 3 collections, n'a pas vocation à avoir une valeur strictement statistique exacte. Voilà un petit peu sur l'ensemble des plastiques, un petit peu un bilan sur 3 collections, donc musée d'art contemporain de Nice, musée d'art moderne Saint-Étienne et Palais Galliera, collection articles de mode et accessoires de mode. L'état un petit peu dans l'ensemble des plastiques analysés, où on voit qu'on a à peu près entre 30 et un tiers des plastiques qui présentent un symptôme de dégradation importante. Et si on regarde alors sur des effectifs ici, on voit que sur les nitrates et acétates de cellulose, on a à peu près 35% des collections étudiées qui présentent effectivement des symptômes d'altération importante ou sévère. Cela dit, si on regarde les chiffres, les élastomères étant un peu hors catégorie puisqu'ils remportent très haut la palme de la dégradabilité, à l'exception donc des élastomères, les plastiques qui présentent les plus mauvais bilans sont les PVC, ça c'est pas vraiment étonnant, les polyuréthanes, les nitrates, les acétates de cellulose, ils sont quand même dans le classement de tête. Cela dit, la différence par rapport à des plastiques réputés plus stables n'est pas forcément comme ça à première lecture si évidente. Alors la différence en revanche entre plastique réputé instable et plastique réputé plus stable, elle se marque surtout au niveau de la nature des dégradations, si on essaye de les classer entre dégradation accidentelle et dégradation intrinsèque de type physico-chimique à caractère évolutif. Bon là on ne l'a pas dans les données, mais c'est plus marqué effectivement si on essaye de classer ces dégradations. Maintenant, en termes de collection, notre propos, nous, personnels, travaillant avec beaucoup de passion dans le domaine de la conservation du patrimoine, n'est pas de conserver des matériaux, mais de conserver des œuvres et le sens des œuvres. Et donc la question qui va se poser essentiellement dans le domaine de l'art contemporain, on va trouver des choses parfois très étranges, c'est de se poser la question du statut de l'œuvre et du statut du matériau dans l'œuvre. Et si on essaye de regarder, de définir des statuts d'authenticité de ces matériaux, on va voir qu'ils peuvent être, dans le domaine des plastiques par exemple, d'origine extrêmement diverse. On va avoir par exemple des œuvres qui relèvent plutôt d'un statut d'authenticité traditionnelle, qui sont liées effectivement à une fabrication photographe manuelle par l'artiste, avec une valeur ajoutée, qu'elle soit celle de la virtuosité ou celle du hasard. Ici par exemple avec une expansion de César, où l'expansion est donc le fruit d'un hasard plus ou moins contrôlé, qui est ensuite figé après la polymérisation de la mousse et puis mise en peinture, et donc on est sur des pièces à caractère unique. On peut aussi avoir des fabrications déléguées qui sont là aussi relativement traditionnelles, plus relève un petit peu de tout ce qui est du domaine de la sculpture, toutes les techniques de fabrication indirecte des sculptures, où l'artiste fait un modèle, le donne à un praticien qui va agrandir le modèle, le faire un moulage ou une taille indirecte pour l'éditer en X exemplaires à l'échelle monumentale. C'est ce qu'on va trouver par exemple avec les œuvres ici de Niki de Saint-Phal, donc qui sont des stratifiés polyester avec des peintures polyuréthane pour les plus anciens, modèle réalisé par Niki de Saint-Phal, fabrication déléguée confiée à un atelier spécifique, l'atelier Aligon, bien connu de certains d'entre nous dans ce service. En revanche, on peut trouver des statuts d'authenticité qui vont être beaucoup plus ambigus, puisqu'ils vont relever d'une fabrication allographe, donc déléguée, ou même carrément ready-made. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fabrication
artistique proprement dite. Dans ce domaine, on pourrait faire entrer tout ce qui relève des éléments qui relèvent de l'appropriation, de la récupération et du détournement. Je vous ai mis ici un exemple d'une œuvre de Tony Cragg, réalisée donc relief. On voit ces silhouettes multicolores qui sont en fait réalisées à partir d'un calque sur lequel sont positionnés une série d'objets en plastique de rebut. Donc là, bien évidemment, personne, ni même surtout l'artiste, ne connaît la nature des matériaux qu'il utilise. Et ces objets, eux-mêmes, au moment où ils la récupèrent, présentent éventuellement des dégradations qui, elles-mêmes, d'une certaine manière, ont pu entraîner la décision de l'artiste de les intégrer à leur œuvre. Et donc là, on est face à des éléments originaux, non fabriqués, qui peuvent être porteurs de dégradations natives et signifiantes. Donc là, on est vraiment sur des choses très compliquées. Et puis quatrièmement, on va pouvoir trouver également des œuvres qui sont faites à partir de matériaux industriels, préfabriqués, non transformés ou à peine transformés, ou dont la transformation, de toute façon, ne relève pas d'un geste de la virtuosité, mais d'un acte purement technique ou technicien, qui soit relevé par l'artiste ou par un assistant, ou même sous-traité à l'extérieur. Je vous ai donc présenté ici une œuvre d'un artiste minimaliste américain, Donald Judd, sans titre, qui est un assemblage de plaques en polyméthyle métacrylate, donc plexiglas pour aller plus vite, en acier brossé. Donc la seule intervention, en fait, c'est la décision de choisir cette qualité de plexi, la forme de la boîte, et de procéder donc à la découpe auprès d'une entreprise sans doute spécialisée dans ce type d'intervention. Des choix d'intervention vont être conditionnés par le statut même de ce matériau. Les éléments qui relèvent d'une fabrication autographe ou qui participent de l'authenticité matérielle de l'œuvre, on est sur des options limitées, classiques et traditionnelles, où on va devoir appliquer des approches de conservation-restauration traditionnelles, quand celles-ci, évidemment, sont possibles et envisageables. En revanche, pour tout ce qui est éléments de récupération, de fabrication holographe ou ready-made, on peut avoir des options de pérennisation beaucoup plus ouvertes, avec des possibilités notamment d'envisager le remplacement de constituants défectueux ou dégradés comme une alternative acceptable à la restauration. Dans le cas de certains éléments non pérennes, dont certains plastiques, le remplacement régulier peut même ou doit même être anticipé et défini dans le cadre d'un protocole de gestion, et cela si possible au moment de l'acquisition, pratiquement de manière contractuelle avec l'artiste ou ses ayants droit. Ce qui est, il faut bien reconnaître, dans la majeure partie des cas qui nous sont soumis, jamais le cas. Éléments originaux remplaçables et consommables. Alors donc, à côté de certains éléments qu'on peut imaginer remplaçables, ceux qui ne participent pas directement à l'authenticité matérielle directe, on peut eux-mêmes les classer en éléments remplaçables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément en eux-mêmes instables, mais s'ils sont abîmés de manière accidentelle, ce sont ceux qu'on peut remplacer. Et puis, on a le cas des éléments consommables, qui sont ceux dont on peut, à l'acquisition, donc dans l'idéal, diagnostiquer et pronostiquer qu'ils vont se dégrader rapidement, perdre leur fonctionnalité, et que cette disparition rapide et prévisible nous permet, dès l'acquisition, d'envisager la question de leur remplacement. Et ce remplacement, on peut lui-même ensuite le diviser en deux types de catégories. Le remplacement qu'on peut considérer comme à l'identique, c'est-à-dire avec le même matériau, avec la même référence commerciale ou industrielle, quand celle-ci est disponible, ce qui pose un problème évidemment plus le temps passe, puisque moins en moins de chances d'avoir des références commerciales et industrielles pérennes, ou la substitution qui consiste plutôt de remplacer le matériau d'origine, pas forcément donc original en l'occurrence, par une référence ou un matériau différent, mais d'aspect ou de propriétés comparables. Alors, problème corrélé, ces interventions sont évidemment tributaires des évolutions de catalogue, de changement de goût, des évolutions économiques, des ruptures techniques, technologiques, de l'épuisement des ressources, des aléas économiques, et tout ce qu'on peut imaginer. Dans le cas des éléments dont on sait qu'ils sont rapidement dégradés, donc qui relèvent du type consommable, la constitution de stock, évidemment, est une réponse un petit peu limitée et un tantinet absurde, puisque ces éléments eux-mêmes vont se dégrader à la vitesse des éléments d'origine, ce qui nous met dans le cas d'être gros gens comme devant.
Alors, à partir de ces... 5 minutes il me reste. Waouh. Alors, à partir de ces considérations extrêmement finalement longues, nous allons évoquer donc le cas de cette œuvre de Carlos Cruz Diez, Physichromie 478, datant de 1969, qui appartient au musée de Grenoble. Donc c'est une œuvre qui fait 82 sur 62 cm à peu près, réalisée par Carlos Cruz Diez, qui est donc un artiste d'origine vénézuélienne, né en 1923, donc qui a aujourd'hui un certain âge, mais qui est étonnamment vaillant pour cet âge, enfin, jusqu'à l'année dernière en tout cas, c'est toujours le cas, tant mieux, et qui a donc différents ateliers, dont son atelier historique, qui est à Paris, dans le 9e arrondissement, et qui est un artiste emblématique de l'art lumino-cinétique. Il a notamment fait partie du CRAV dans les années 60, donc le groupe de recherche sur les arts visuels. Donc une œuvre ici 1969, dont vous voyez dans son état avant intervention, donc c'est un relief peint qui est constitué d'un assemblage, je les ai comptés moi-même, de 590 bandes de carton peintes, groupées 5 à 5, avec toutes les 5 bandes de carton intercalées, une lamelle en acétate de cellulose rouge translucide, l'ensemble étant assemblé et collé sur un fond en contreplaqué. Vous voyez ici le revers avec la signature de l'artiste. Alors, Carlos Cruz Diez, je vous disais, donc, est un artiste emblématique de ces mouvements des années 60-70, art optique et cinétique, avec une œuvre qui, dans sa matérialité même, ne sert que de support à la réalisation de dispositifs optiques et chromatiques. C'est plutôt une machine à produire des effets optiques qu'une création qui vaut pour elle-même dans sa matérialité, avec des effets visuels différents selon les différentes séries que l'artiste a expérimentées. Je vous en ai mis ici un certain nombre. Des effets visuels donc avec des trames qui créent des effets de contraste, d'interférence, de transparence ou de superposition, selon la position du spectateur par rapport à l'œuvre, ou dans le cas des œuvres cinétiques ou lumino-cinétiques, par rapport au déplacement de la lumière de l'œuvre par rapport à l'environnement dans lequel l'œuvre est présentée. Donc la création relève à ce moment-là essentiellement d'un processus d'invention et de conception. La fabrication elle-même, essentiellement à base de matériaux industriels, beaucoup de matériaux synthétiques, standardisés, peut être, elle, déléguée en fonction des besoins. Si on regarde effectivement cette œuvre, donc même si elle est essentiellement conceptuelle, dans sa matérialité d'origine, elle est vraiment nécessairement tributaire de l'époque de sa fabrication. Donc vous voyez ici le détail avec les 5 bandes de carton imperméabilisé, et puis toutes les 5 bandes de carton peinte, vous avez ces lamelles en acétate de cellulose, lamelles souples, selon un schéma qui n'a changé de couleur en fonction des différentes versions de PowerPoint. Donc vous voyez les 5 bandes de carton peintes sur leur surface, les bandes d'acétate de cellulose qui dépassent en coupe, les cols qui servent au montage étant sur cette œuvre des cols néoprène. Voilà. Alors, une matérialité qui évolue néanmoins en fonction des moyens technologiques et du moment de l'époque de fabrication, puisqu'aujourd'hui cette série des physichromies est toujours une série en cours par l'artiste, sauf qu'elle est profondément différente dans sa matérialité. Je vous présente ici une physichromie beaucoup plus récente, de 2013, qui est réalisée par impression laser sur des papiers adhésifs, des trames colorées, qui elles-mêmes sont collées sur des cornières aluminium, avec intercalaires des lamelles en PMMA, transparent, translucide et coloré. Et l'ensemble est réalisé par l'atelier à partir d'un dessin coté, transmis sous différentes formes, ça peut même être par mail, sous forme de fichier électronique par l'artiste, quel que soit l'endroit où il est, à son atelier. Et donc là, on est quand même dans une forme de modernisme qui nous rappelle le fameux téléphone Bill de Molinagi, donc artiste hongrois célèbre donc, du Bauhaus, dont cette œuvre en peinture émaillée, un émail sur je suis en retard, hein, c'est ça? Ouais. Eh ben, écoutez, voilà, donc qui est réalisé, selon la légende, commandé par téléphone à une entreprise d'émaillé. Les dégradations, alors je ne vais pas aller très vite, c'est toujours les mêmes, hein, c'est l'acétate de cellulose, on commence à avoir ça par cœur. C'est l'acétate de cellulose, Nathalie l'a confirmé, je ne vais pas vous faire les schémas. Dégradation sévère des lamelles, perte de planéité, cintrage, rétraction.
des alignements le long des bords, accompagnés d'un décollement progressif des lamelles et d'un arrachement donc des lamelles par rapport à leurs encoches. Bon, alors Nathalie a fait des analyses, toujours pareil, c'est l'acétate de cellulose. Les phtalates, des triaphtélates, les plastifiants, c'est du phtalate de diéthyl, du phtalate de dibutyl, on rajoute un peu de triphénylphosphate, enfin rien que de très habituel pour un acétate de cellulose. Dégradation physique. La nature de la dégradation, alors elle est assez ambiguë dans son interprétation puisque des photos anciennes qui datent des années 90 nous montrent que cette altération semble déjà à peu près au même stade en 90 qu'aujourd'hui. Donc on peut peut-être penser qu'il y a une combinaison de deux facteurs, un facteur déclencheur qui peut être un accident de conservation, une proximité d'une source de chaleur, déformation des lamelles, et puis ensuite donc phénomène de migration de plastifiants, perte de masse, déformation, rétraction, mort. Alors, si on fait maintenant un diagnostic par rapport à l'œuvre de Cruz-Diez, Cruz-Diez le dit lui-même sur le site de sa fondation, The preservation and restoration of Cruz-Diez's works is important to him. Ça, on va pouvoir le confirmer très rapidement. Rather than following the rule that it's the artist's hand on the canvas that must be preserved, for Cruz-Diez, as it was for his contemporaries, it's important that the result is maintained. Donc, la question de la matérialité ne doit pas être fétichisée. Donc voilà, de toute façon, quelle que soit l'origine de la dégradation, la déformation des lamelles semble très très peu réversible, et donc le remplacement ou la substitution, avant même qu'on prenne contact avec la fondation, nous a semblé une option tout à fait légitime. Le principal donc maintenant de question est de remplacer ou substituer, oui, mais par quoi qui soit à peu près équivalent. Celle-là est un joli en double. Alors je termine par cette diapositive qui montre en fait qu'on est avec Cruz-Diez chez un artiste qui est extrêmement bien organisé dans sa façon de travailler, extrêmement méthodique. Je vous présente ici l'atelier historique qui est rue Pierre-Sémar, donc à une ancienne triperie, volaillerie, boucherie. Et à Paris, vous trouvez également donc l'atelier historique qui aujourd'hui comprend tous les ateliers de création, ateliers mécaniques, ateliers donc, de fabrication, centre d'archives et de documentation, atelier de restauration et banque des matériaux que l'artiste a utilisé, systématiquement conservé depuis la fin des années 50. Donc là, vous voyez quelque chose qui, là encore, en a fait baver plus d'un qui a visité l'atelier, c'est la matériothèque où sont conservés l'ensemble de ces matériaux. L'intervention donc finalement a été confiée à la Fondation Cruz-Diez après contact, et les matériaux aujourd'hui utilisés, donc puisqu'on n'a plus d'acétate de cellulose, soit dans cette référence-là, soit que l'artiste, considérant effectivement tous les problèmes d'instabilité, a préféré choisir un nouveau matériau. Le problème, et c'est là je pense qu'on devrait pouvoir aujourd'hui peut-être engager plus de collaboration avec les artistes ou avec les fondations, c'est que les matériaux utilisés vont sans doute eux-mêmes nous poser des problèmes à assez brève échéance, puisque les acétates de cellulose ont été remplacés par un film de PVC adhésivé sur un second film plus épais de PVC. Donc on risque de se trouver dans un risque à quelques années d'avoir à envisager le remplacement ou la resubstitution de ces matériaux. Et là, je pense que ce serait peut-être intéressant d'avoir un dialogue avec la Fondation, avec les industriels, pour peut-être trouver des matériaux de substitution qui soient beaucoup plus exactement équivalents aux matériaux d'origine dans leur état supposé neuf, tel qu'ils étaient dans leur état neuf. Alors, je passe sur les conclusions, parce qu'elles sont très longues et fastidieuses, et je termine par cette très jolie image que j'ai trouvée sur Internet, pour vous dire que nous sommes tous simpsonisés. Ce qui me permet de faire aussi une transition avec Françoise sur son intervention. Voilà. Je vous remercie de votre attention.